Salut Caroline. Salut Sandra. Comment vas-tu? Hyper bien. Trop bien. Mais il faut savoir que Caroline, la première fois que je t'ai contactée quand même sur Instagram, je lui ai fait un petit message, on se connaît absolument pas. Coucou Caroline, ça te dirait de passer sur mon podcast? Et Caroline me fait un truc improbable que j'ai adoré, littéralement. Caroline me propose de venir à Lisbonne dans une maison d'entrepreneurs. Elle me dit, bon, je suis pas dispo, Sandra, mais si tu veux, rejoins-moi à Lisbonne. Je voulais te dire en personne que j'ai vraiment adoré ce moment-là, même si je suis pas venue. J'ai trouvé ça trop chouette de ta part. Mais c'est marrant parce que je voulais t'en parler tout à l'heure et je pensais que tu avais oublié et je me suis dit, en fait, c'était bizarre la première fois. Ça va être encore plus bizarre la seconde fois si je me dis, tu te souviens? En fait, je crois qu'on n'arrivait pas à se voir. Parce que justement, j'avais retenu que tu n'étais pas à Paris. Et du coup, je crois qu'on n'arrivait pas à se voir et que le seul moment où tu étais dispo, et ben moi, j'étais à Lisbonne. Et c'est vrai qu'à Lisbonne, on a bien fait la fête entre entrepreneurs. Ah ouais. C'était très sympa. On y va chaque année au moment du Web Summit. Okay. Et le concept est assez rigolo. Je fais ça avec des copains avec qui on a toujours eu le rêve d'acheter un espace de co-living. Incroyable. Et de ramener des potes. Et la règle, c'est toujours, en gros, chacun ramène une personne. Et à chaque fois, le groupe s'étend de plus en plus. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas fait nos premières acquisitions. Mais figure-toi qu'on cherche pas mal à Lisbonne un lieu hyper cool. On pourrait faire justement à chaque fois, chacun ramène un pote et on crée un co-living naturel. C'est trop bien. Et ça, c'est d'ailleurs une chose dont on va parler tout à l'heure, mais un peu plus tard, justement de ton réseau actuel, ton entourage, parce que j'ai l'impression que tu es hyper bien entourée en termes d'entrepreneurs, que tu es vraiment dans une sphère entrepreneuriale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, genre moi par exemple. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant de savoir un petit peu comment tu as construit ton réseau, etc. Très bien, je te donnerai les prochaines dates pour Lisbonne. Trop bien. J'arrive. J'adore Lisbonne. J'ai une passion pour cette ville. Pareil. Mes premières questions, c'est la question que je pose vraiment à toutes mes invitées, Caroline, donc tu es obligée d'y passer. C'est une petite question très banale, c'est-à-dire, Caroline, s'il te plaît, présente-toi. En quelques mots, qui es-tu, Caroline? Alors, en quelques mots, on va dire que je suis une fan de storytelling, une fan de marketing. Pendant longtemps, j'ai voulu être artiste. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de talent artistique, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'un peu protocolaire, mais finalement pas si loin du monde artistique. Et figure-toi que c'était le marketing, qui a un côté que je trouve assez magique et assez surprenant dans la façon dont ça utilise les biais cognitifs pour te faire voir d'autres choses, te faire accéder à d'autres réalités. Et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc j'ai choisi le marketing, mais pas par défaut, vraiment par passion. Et ça, je pense que ça dessine un peu, on aura l'occasion d'en parler, mais tout mon parcours. Ok, trop bien. Tu te définis du coup comme une fan de marketing? Ouais, je pense que mon parcours, il est hyper éclectique, mais le trait commun, ça a toujours été que j'ai adoré le marketing, travailler le positionnement. En fait, avant de m'occuper des gens, je m'occupais des produits. Tu vois, j'ai fait des produits, j'ai fait des services, j'ai travaillé dans la grande conso, j'ai travaillé dans la mode. Le trait commun, c'est que j'ai toujours adoré, non pas la vente, mais le marketing. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux transformer, façonner une identité et créer quelque chose de mémorable et surtout quelque chose de finalement un peu magique. Il y a beaucoup de spiritualité dans le marketing. Parce que tu vois, on donne souvent cet exemple, une bouteille d'eau, tu peux la payer 1 balle ou tu peux la payer jusqu'à 10 €. Et en fait, qu'est-ce qui change? C'est le contexte, c'est le mode de consommation, ça peut être aussi le packaging. Et en fait, tout ça, ça s'appelle créer un imaginaire pour moi. Et du coup, c'est presque de la spiritualité. Et c'est ça que j'aime dans le marketing, c'est vraiment l'aspect transformatif. C'est même pas pécunier, tu vois. J'ai jamais eu de passion pour la vente. J'aime cette magie qui nous permet de façonner un nouveau monde comme le fait l'art, par exemple. Ouais, et moi, ce que j'adore dans le marketing, tu vois, c'est surtout le fait de rentrer un petit peu dans la tête des gens et de les amener à quelque chose, de les amener à une action. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Exactement. Les biais cognitifs, toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la psychologie, c'est ça, effectivement, la partie la plus intéressante, franchement, dans la vente, c'est de voir à quel point on a des leviers qui sont universels. Et aussi, justement, on parlait d'Aline Bartoli tout à l'heure en off. Elle a fait un super épisode de podcast sur la méthode DISC, dont on m'a beaucoup parlé, sur comment utiliser la méthode DISC pour vendre. Et je trouve ça intéressant parce que, tu vois, elle s'appuie sur des profils psychologiques en fonction de ta sensibilité. Comment est-ce qu'on peut t'approcher et comment on peut réussir à te convaincre? Et en fait, ça sert pour tout dans la vie, c'est de la com. Donc, trop intéressant. Bon, et avant d'être une fan de marketing, je suis sûre que tu as quand même eu une vie, c'est-à-dire une enfance, une adolescence, une préadolescence même. Donc moi, ça m'intéresse. J'adore, si tu veux, revenir vraiment, vraiment, vraiment en arrière dans le parcours, dans l'histoire de mon invité. Tu prends le point de départ de ton choix, mais l'idée, c'est un peu de comprendre, surtout que j'ai vu que tu as pas mal évolué en tant que femme, en termes de confiance en toi, etc. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, cet aspect-là. J'ai vu dans l'une de tes nombreuses vidéos que tu étais terrifiée à l'époque de passer au tableau. C'est vraiment quelque chose qui te terrifiait.
Du coup, explique-nous un petit peu quel enfant étais-tu, de quoi tu rêvais quand tu étais petite fille, quel type d'éducation tu as reçu, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu as décidé de faire comme étude, pourquoi, comment, voilà, qu'on comprenne un petit peu ton évolution. Je pense que j'ai été une enfant qui voulait grandir trop vite. Et c'est assez rigolo parce que quand je regarde l'enfant que j'étais, je me dis, mais j'étais tellement une entrepreneur plus que maintenant. Ah, dingue. Parce qu'en fait, j'ai eu besoin d'autonomie très vite. Et du coup, dès que j'ai été enfant, je me rappelle que je vendais des services à mes parents pour avoir les trucs que je voulais. Mais c'est pas vrai. J'avais commercialisé à ma mère, j'avais dit un massage, c'est 10 francs. Si tu veux que j'aille te chercher des clopes, c'est 20 centimes. Et en fait, j'avais commercialisé tout un catalogue de produits et de services. Mais tu vois, encore une fois, l'attrait, il n'était pas pécunier. L'argent, c'était un moyen pour moi, d'autonomie. Toujours. C'est-à-dire, quand j'avais envie d'un truc, j'étais en mode, OK, quel est le business plan que je vais pouvoir monter? Incroyable. Et j'ai toujours aimé construire, créer, parce que j'ai toujours aimé l'accès, en fait. L'accès à des choses nouvelles, la découverte, les rencontres. Et du coup, j'étais une enfant assez artiste. Mais tu vois, finalement, toujours, je me suis rendu compte rapidement que j'allais vendre plus cher mes massages que mes dessins, parce que je n'avais pas la fibre artistique. Et du coup, j'ai tout de suite été dans le faire. Et donc, quel enfant j'étais? J'étais une enfant, je pense, très éveillée. J'ai grandi dans un monde d'adultes. J'étais assez j'étais fille unique. J'ai un grand frère, mais qui avait 17 ans de plus que moi. Ah, waouh! Famille recomposée? Pas famille recomposée, j'ai jamais vécu avec lui. C'est pour ça que je dis fille unique. D'accord. Mais évidemment, j'ai un frère, mais j'ai grandi comme une fille unique. Donc, j'ai grandi seule à la maison, avec des parents qui voulaient absolument me pousser à la réussite. Donc, j'ai fait tout ce que tu veux en activité périscolaire. Voilà, donc j'ai rêvé quel type d'activité périscolaire? J'ai tout fait, franchement, et en plus sans exceller. Donc j'admire la passion de mes parents. Donc j'ai fait les échecs, j'étais nulle, je comprenais pas le principe même du jeu en fait. Échecs. Ouais, il fallait rester assis. Moi je savais pas à l'époque, j'étais pas diagnostiquée, mais je suis hyper active. D'accord. Et ça m'a toujours tendu les activités de patience, tu sais. Mes potes adoraient le Mikado. J'ai passé les pires soirées, je faisais de l'urticaire quand on me faisait jouer au Mikado parce que j'aime pas la précision, j'aime pas rester still, tu vois. Bien sûr. J'aime pas rester immobile. Et donc, ils m'ont fait faire du judo, ils m'ont fait faire des échecs, ils m'ont fait faire... j'ai fait quoi? J'ai fait de la flûte, j'ai fait du violon, j'ai fait du piano. Le piano, ça a duré 9 ans de calvaire. Ah, quand même. Oui. Et voilà, du latin, du grec, tout ce que tu veux. Dès qu'il y avait une option, je l'avais. C'était pour toi. Ouais, c'était Et pour moi. tu le vivais vraiment mal? Non, pas du tout. Non. Mais du coup, c'est marrant parce que ça a dessiné mon parcours. Elle est très juste, ta question, et tu la poses pas par hasard. L'enfant qu'on a été, la façon dont nos parents ils nous ont entraînés à penser. Tu vois, moi, j'ai toujours eu la pensée en arborescence parce que très jeune, on m'a fait goûter plein de choses. On m'a emmené à l'opéra, on m'a emmené voir des ballets. En même temps, on me faisait regarder des fresques de street art. Et puis, je rentrais à la maison, il y avait du classique et du jazz. Et ma mère, elle lisait Télérama. Et en fait, j'ai été nourrie par plein de cultures différentes. Il y avait tout le temps du monde à la maison. Mes parents étaient très mondains, avaient beaucoup d'amis. Donc, j'ai été comme ça, si tu veux, jeune. Hyper stimulée. Hyper stimulée, ouais. Mais tu vois, à contrario, c'est marrant. Moi, mes parents ont essayé de faire ça avec moi. Tu vois, de m'inculquer certaines choses, de m'emmener à l'opéra, etc. De m'apprendre des choses sur l'histoire de France, ce genre de choses. Et au contraire, j'ai tout refusé en bloc, tu vois. J'ai décidé de ne pas entrer dans leur monde, dans leur sphère. Moi, ce que je voulais, à contrario, c'était vraiment ne pas grandir et rester enfant, rester une jeune fille. Je voulais absolument pas grandir. Donc, c'est intéressant comment t'expliques le fait que toi, justement, t'as été embarquée, finalement, dans le monde des adultes. Qu'est-ce qui te plaisait? Je me reconnais dans ce que tu dis. Notamment, j'ai une aversion qui est très difficile à vivre à l'âge adulte pour les musées. Et à l'âge où, tu vois, tout le monde attendrait que j'ai une vie culturelle très épanouie, où ça fait bien en soirée ou en déjeuner de dire que t'es allé voir telle expo, mes parents m'ont tellement fait faire tous les musées de France et de Navarre. Et je devais prendre des notes. On m'achetait aussi des petits carnets pour pouvoir m'occuper parce que j'étais fille unique. Donc, il y avait vraiment zéro distraction. Donc, du coup, je recopiais, tu sais, les informations qu'il y avait sur les petites fiches, sur les œuvres et tout. Wow. Et en fait, quand mes parents, même les départs en vacances, je les vivais hyper mal parce que mes parents, du coup, faisaient des escales par des musées. Donc, il y avait non seulement genre 9 heures de voiture, mais en plus, je me tapais la tapisserie d'Amiens ou non, c'est trop. La cathédrale d'Angers. C'était et du coup j'ai trop du mal maintenant à aller au musée, mais vraiment à tel point que c'en est une tare parce que tu vois dès qu'on fait des activités un peu culturelles avec mes potes, j'ai beaucoup de mal. T'en peux plus, mais t'as fait une overdose, c'est tout à fait normal. C'est ça. Ouais.
Donc, je me reconnais par certains points. Mais en tout cas, le fait d'avoir croqué différentes inspirations, c'est vrai que ça m'a donné une soif insatiable de bouger, de rencontrer, de tester des choses. Et je pense que de là vient mon côté aventurier et un peu touche à tout. Et un peu, ah tiens, il y a un bouton, je vais appuyer dessus, tu vois, vraiment dans le faire, je pense. Tu prends des risques aussi. La prise de risque, l'aventure, c'est ton truc. Ouais, alors ça dépend. Honnêtement, je suis pas du tout casse-cou, par exemple. J'aime pas les sensations fortes, mais dans le business, dans mon métier, j'ai une curiosité insatiable et surtout j'amène beaucoup de légèreté dans ce que je fais. Et tu vois, toutes les deux, on est créatrices. Je pense que le premier levier qui empêche les gens d'être bons créateurs ou même d'être créateurs parfois, de se lancer, c'est le jugement des autres. Et si je suis pas bien, qu'est-ce qu'on va dire? Exactement. Et je pense que moi, dès le départ, j'étais OK avec mon imperfection. Et on m'a tout de suite dit, c'est OK si c'est pas bien là et tu feras mieux après. Tu vois? Et je pense que là-dessus, je suis aventurière. Sur c'est OK de pas faire tout parfaitement. Pareil. Je me reconnais beaucoup en ce que tu dis. C'est vrai que moi, la vie des autres, j'en ai vraiment... Et plus, si tu veux, plus j'avance dans mon aventure entrepreneuriale, plus j'en ai rien à foutre. C'est vraiment, mais c'est un truc de dingue. C'est bien, parfois ça s'inverse, Sandra. Donc c'est bien que tu dises ça, parce que tu sais, il y a toujours les deux tendances. Il y a des personnes en fait qui vont, avec l'expérience, devenir de plus en plus aware. Et du coup, tu vas commencer contrôler leur image, etc. Ouais, et commencer en fait à être justement dans l'appréhension, alors que parfois ça sort de nulle part. Ouais, et puis on en parlera tout à l'heure aussi, parce que je sais que tu es très personal branding, etc. Ça fait partie un peu de tes expertises. Mais moi, je pars du principe, tu vois, en tout cas pour moi, mon bon personal branding à moi, c'est vraiment d'être authentique, tu vois. J'ai besoin de connecter avec mon audience, avec ma communauté et d'être moi-même. Enfin, je ne pourrais pas, si tu veux, contrôler mon image à 100% pour juste être dans la représentation et dans l'image de quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est bien, ça s'appelle l'intégrité pour moi. Et c'est le fait que, en fait, ton image est indissociable de toi. Moi non plus, j'ai jamais compris. Il y a pas longtemps, on m'a dit, oui, mais en fait, ce qui est bien en ligne, c'est que quand t'as un hater, en fait, c'est pas toi qui l'attaque, c'est ton personnage. Et je disais, mais j'ai pas de personnage. Enfin, je vois pas du tout les choses comme ça, de genre mon avatar en ligne. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout. Donc, je trouve que ce que tu me dis, en tout cas, et pour avoir bien poncé l'aspect personal brand, je pense que c'est la façon la plus saine de raisonner, de pas faire trop de différence finalement. Alors, non pas entre vie privée et vie publique, il y a des choses qui appartiennent au domaine privé, mais tu vois, ne pas voir ne pas montrer différents visages, ne pas craindre en fait que du coup, parce que tu te montres vrai, tu es plus vulnérable. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand tu montres tes vraies couleurs, tu deviens invulnérable en fait. Mais bien sûr. Mais dans l'imaginaire des gens, souvent, tu vois, j'ai ce type de réflexion où on me dit en fait, je me blinde, je crée un personnage. Et je pense que c'est là où c'est contre-intuitif. Erreur. Ouais, non, je pense totalement comme ça. Et je pense que plus tu es vulnérable, plus tu montres ta part de vulnérabilité, plus c'est une force, plus c'est une force, et plus tu deviens forte. Tes parents, quand tu étais petite, du coup, ils avaient a priori beaucoup d'ambition pour toi. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour toi, du coup? Alors là-dessus, j'ai été tranquille. C'est juste que j'ai eu des parents hyper bobos et je pense que du coup, ils m'ont eu tard. Et je sais pas si ça parlera à certains de tes auditeurs, mais en général, quand tes parents t'ont tard, tu sais, ils se mettent une pression, mais vraiment au-dessus du niveau de la mer, en fait, tout ce que j'ai eu sur mes premières maternités ou paternités, genre, j'ai compris, j'ai avancé. Et je pense plutôt que j'ai eu ce côté-là de mes parents où ils ont voulu, eux, tout faire parfaitement pour être les meilleurs parents, que je sois vraiment privée de rien, parce que mon frère a été pas mal ballotté. Justement, c'est mon demi-frère, ma mère l'a eu très jeune. Et du coup, il lui a souvent reproché, tu vois, ma mère était infirmière, elle travaillait de nuit, la journée parfois elle gardait mon frère, elle avait pas les yeux en face des trous, elle avait pas d'argent, elle a été mutée à différents endroits pour pouvoir justement s'adapter, mère célibataire seule, situation conflictuelle avec son ancien mari qui payait pas la pension alimentaire alors qu'il avait plein de sous. Vraiment, mon frère a mal vécu, je pense, ce schéma familial. Ma mère l'a mal vécu aussi. Et je pense que du coup, quand je suis arrivée, mes parents se sont dit, là, il faut qu'on fasse... il faut exactement. C'est la last call. Et donc voilà, moi, par contre, ils m'ont pas mis, honnêtement,
pas de pression qui ne soit pas saine, tu vois. C'est-à-dire, mes parents m'ont jamais dit, écoute, on est notaire depuis 8 ans dans la famille, donc c'est important que tu aies ton propre clerc de notaire. Et je pense que ma mère, si je lui avais dit, je veux être drag queen, évidemment, c'était pas le schéma qu'elle avait prévu pour moi. Ouais. Et je pense que comme toutes les mères, elle se retrouverait un peu chamboulée. Mais j'ai le genre de famille où je sais que j'aurais pas été rejetée si j'avais fait un truc complètement ma boule. Ça leur aurait pas fait plaisir, mais très ouvert et pas de pression, et surtout vraiment l'acceptation de qui tu es, comment tu penses, de tes galères, de tes échecs. Tu vois, ouais. Donc ils t'ont inculqué ça en fait dès jeune, ça fait partie de ton éducation, l'histoire des échecs, des machins. Tu peux connaître des échecs, c'est ok. Tu peux te tromper, c'est ok. Tu peux recommencer, c'est ok. Ça fait partie de ton éducation. Ouais, c'est drôle. C'est incroyable ça. C'est drôle que tu dises ça, c'est très fin et je l'avais pas intellectualisé comme toi. Ah, tu vois, on découvre des choses ensemble. Tu me diras combien je te dois pour la séance, j'ai peur. En tout cas, papa journaliste, maman directrice de crèche. Je pense que les deux, tu vois, étaient un peu dans l'éducation, dans le partage, dans la transmission et l'ouverture. Aux autres, ça c'est clair et net. Trop bien, c'est incroyable. Ça, c'est un vrai atout que tout le monde n'a pas, tu vois, clairement. Ça peut être le contraire. On aura l'occasion d'en parler, mais le fait de voyager et d'avoir été aux US, je pense que j'ai atteint un climax sur la partie ouverture aux autres, partage, solidarité. Et ça, ça a vraiment aussi renforcé mon éducation, même sur le tard, tu vois. Canon. Donc, t'es une petite fille qui est éduquée, transportée partout dans des endroits cool, culture, etc. Ça se passe bien, t'adores le monde des adultes, t'as envie de grandir. C'est quoi ton rêve à ce moment-là? Tu t'imagines où? Tu t'imagines faire quoi? Quand j'étais jeune, je voulais être styliste, ce qui est assez marrant parce que j'ai des goûts vraiment douteux, donc c'est mes amis qui m'habillent, comme je t'ai dit. J'arrive dans leur boutique et je dis « Habillez-moi, s'il vous plaît ». Je voulais être styliste. C'est rêve de boomer à fond. Mais est-ce que Sandra, tu te souviens de jeunes stylistes? Pas du tout. Parce que je pense qu'on est à peu près de la même génération. Moi, je suis de 91. 89. Alors, il y avait un logiciel qui s'appelait Jeune Styliste. Et tu sais, c'était un peu les débuts de l'ordinateur. On avait les énormes Mac. Je connais pas du tout. Énorme rêve de boomer. Mais du coup, on avait des énormes Mac. Je me souviens, mon père avait acheté ça. À l'époque, c'était genre un ordinateur transportable. Déjà, ça ne se faisait pas. Tu sais, c'était les premiers. C'était les iMac avec un gros derrière comme ça. Et du coup, j'avais Jeune Styliste, j'avais les Sims. Oui, les Sims. Et en fait, il y avait vraiment ce côté conceptualise ta vie, deviens l'architecte de ton destin. Et du coup, je faisais les locomotives avant l'heure parce que j'étais à fond investie dans ma carrière, mes collections. Parce que quand j'étais sur Jeune Styliste, du coup, l'idée, c'était tu crées tes collections. T'as des collections qui marchent bien, t'as des collections qui marchent moins bien. Puis, il faut gérer les stocks. Ah ouais, t'étais entrepreneur, quoi. Ouais, en fait. J'ai toujours aimé la conception. J'ai toujours aimé la création, la conception, que les gens soient contents, que les gens soient fiers. J'étais à fond people pleaser, en fait. Et du coup, si ça pouvait cocher les cases, mes parents sont contents, les autres me complimentent et en plus, j'ai une bonne note, je prenais forcément du plaisir, en fait. Tu vois, dans la satisfaction des autres. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu penses que ton driver, c'était soit parfaite, par exemple? Ah oui, j'ai eu le syndrome de la bonne élève jusqu'au cou. Bien sûr. Ça, c'est clair. Je t'avais déjà identifié dans cette catégorie. Attention, moi aussi, je t'ai identifié dans cette catégorie. Complètement. Mais totalement. On s'est... Et bosseuse, j'imagine que t'adores bosser. Ouais. Et c'est pour ça que on va trop vite là. On va pas brûler les étapes parce qu'il y a un sujet aussi dont je veux parler avec toi. Profil de la bonne élève, je bosse beaucoup, burn-out, machin. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser par rapport à ça aussi. Ok, donc tu t'aimes faire pas mal de choses, t'aimes créer, t'as ce truc-là. J'aime qu'on soit content, me sentir utile. Voilà, ces choses qui parleront certainement aussi à beaucoup de tes auditrices, je pense. Tellement. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce que tu choisis de faire comme parcours? Je me suis pas mal baladée. Donc, après la terminale... Attends, parce que tu sais que j'ai toujours du mal à me souvenir parce que j'ai fait plein de trucs aussi. Ouais. En fait, j'ai eu la bougeotte dès que j'ai eu la possibilité, Sandra, de changer d'année en année. Tu sais, quand c'est tes parents qui décident les collèges, les lycées, les primaires, moi, je faisais tout d'un coup, quoi. J'étais toujours au même endroit. Et sauf que j'avais tellement la bougeotte que moi, au bout d'un moment, tu vois, quand j'y repense, le collège, tu te tapes quand même, et le lycée, 3-4 ans d'affilée,
Pour ceux qui redoublent, ça peut être jusqu'à 5. Je me dis, dans le même écosystème, avec les mêmes profs que tu retrouves d'année en année, enfin peut-être il y en a qui nous écoutent, qui ont eu des grands collèges, des grands lycées, pas moi. Donc en fait, je sais que j'avais les mêmes profs pendant 3 ans, le même écosystème, je voyais les mêmes parents d'élèves, il y avait les mêmes élèves en haut et en bas. Et en fait, tu vois, même quand je t'en parle, là, ça me redonne la psychose, parce que moi, j'aime bien l'air frais, tu vois. Quoi. Et du coup, dès que je suis arrivée dans le secondaire et que j'ai réalisé que, waouh, la fameuse autonomie, tu vois, je pouvais décider où j'allais. Mais j'aurais pu bouger tous les trimestres, honnêtement. Ah ouais, dingue. Ouais. Et du coup, j'ai fait un DUG. Là, c'était la dernière. Ils ont arrêté après moi. Comme ça. Déjà, à mon époque, ça s'appelait plus comme ça. Je te jure que si, Sandra, ils ont arrêté après moi. J'étais la dernière promo, ils ont vu que ça marchait pas. Si. Du coup, j'ai fait un DUG de lettres modernes. J'ai encore le diplôme, hein, donc ça s'appelait DUG. Lettres modernes communication. Là, j'ai eu 2 ans de grève à la fac, donc j'ai lancé le BDE, le bureau des élèves de ma fac, Paris 3. Et là, je me suis dit, en fait, j'adore le management, quoi. Parce que j'adorais les humains. Et du coup, il y avait ce côté, on intègre les nouveaux. En même temps, fallait manager le staff dans des cadres, en plus de soirées, de fêtes ou de séjours. Donc, tout ce que j'aimais. Et donc, en fait, je me passionne pour mes activités au BDE. Et là, je me dis, en fait... je voulais pas trop faire comme mon père, parce que j'avais encore un petit peu l'instinct de contradiction à ce moment-là, au sortir du lycée archi-privé où il m'avait inscrite pour me venger. J'étais partie dans le public et j'avais dit non, je ne ferai pas Sciences Po. Sauf que là, en fait, je suis un peu rattrapée par le fait que j'adore la communication comme mon père, le journalisme. Et du coup, à ce moment-là, je fais une alternance. Chez Virgin et une école de commerce. Et je fais juste 1 an, c'était génial. Mon boulot, c'était d'être rédactrice web. Et du coup, ce que je faisais, c'était rédiger des chroniques de concerts. C'est pas des chroniques, pardon. Improbable. C'est encore hyper boomer. Attends, comment ça s'appelait? Des billets? Des résumés? Ouais. En fait, j'allais à Une programmation? Mon taf, c'était tous les soirs, on me filait des billets pour aller voir des concerts et je devais écrire des articles de blog, tu vois. Des articles de blog, faire des posts sur les réseaux sociaux et tout. D'accord. Et du coup, j'étais social media manager chez Virgin. Virgin Mega Store à l'époque. Tous les trucs que j'ai fait sont fermés. Les DUG, Virgin Mega Store. À chaque fois, ils étaient là. C'est la dernière année, les gars. Ça périclite trop. Regardez avec qui on se retrouve. Donc, du coup, dernière année de Virgin Megastore, les magasins. Et c'était hyper rigolo parce que mon boss détestait les réseaux sociaux. Et du coup, dès que je suis arrivée, il m'a dit, vas-y, la jeune, fais mon taf. Et ça, c'était mon rêve à l'époque. Donc, il m'a filé un appareil photo incroyable. Et en fait, je crapahutais. Il me filait toutes ces places de concert et tout parce que lui, en fait, on avait rien à faire de faire un concert par soir. Et du coup, carte blanche. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'adorais bosser. Donc, je demandais limite la permission de pouvoir bosser plus et de faire des heures sup. Je savais même pas que ça s'appelait des heures sup à l'époque. Mais du coup, je fais une alternance incroyable. Et après, j'ai fait un master stratégie de branding, en école au CELSA. Donc, entre le privé et le public cette fois. Okay. Et j'ai adoré cette dernière expérience parce que je me suis fait mes meilleurs amis parce que c'était très hétéroclite. Tu vois, ce que j'ai reproché à la fac et à l'école de commerce, c'est que j'ai eu des profils à chaque fois très uniformes. Les gens avaient fait les mêmes choses, avaient les mêmes horizons, les mêmes backgrounds. Et je suis arrivée au CELSA et je pense c'est parce que c'est une école sur concours. Et avec un concours drastique, j'ai eu des profils incroyables. Des gens qui venaient de philo, des gens qui avaient... Enfin, vraiment, les gens venaient de partout, avec tout type de background socioculturel, avec tout type d'expérience. Et là, ça a été hyper fertile, en fait. Parce que moi, ce que j'aime, c'est des profils qui sont très différents. Et c'était mes meilleures années. Et c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis. Ouais, c'est marrant que tu dises ça. Parce que, tu vois, pareil, moi, j'ai fait une école de commerce. Et je trouvais que c'était effectivement tous des copies conformes. Ouais. Et ça manquait de profils atypiques. Moi, j'ai toujours été attirée par les gens un petit peu atypiques, les gens un petit peu artistes, les gens un petit peu différents, tu vois. Alors que je suis pas forcément différente ou atypique. J'ai des côtés un petit peu... On a tous plusieurs côtés, hein, donc j'ai clairement plusieurs côtés, ça c'est clair. Mais du coup, en école de commerce, je me sentais pas à ma place, du tout. Ouais, je peux comprendre. Moi, je me sentais limitée dans mes capacités. Tu vois, je me suis marrée parce que tout est fait pour que tu te marres. Il y a une vie de campus, les gens sont hyper sympas, tout le monde te ressemble. Donc, en fait, t'es un peu comme dans les bulles d'opinion sur les réseaux sociaux. Finalement, il n'y a pas de challenge. Mais j'ai senti que je plafonnais parce que pas de limite d'horizon. Et en fait, c'est pour ça aussi, tu vois, les jobs étudiants, c'était ma bouffée d'oxygène quand j'étais en école. Bien sûr. Le soir, je bossais à l'opéra. J'étais ouvreuse à l'Opéra de Paris.
Et là, en fait, le soir, du coup, c'était un job où il y avait que des artistes. Et du coup, le soir, j'étais avec un mec, je me souviens encore. Je tombais pratiquement tout le temps avec lui parce que j'adorais faire les vestiaires, moi. Déjà, j'adorais les vestiaires. Pour parler aux gens, pour mon côté jeune styliste aussi, parce qu'il y avait tout le temps des beaux vêtements. Il y avait des vêtements qui sentaient trop bons. Non, mais ça, il va falloir que tu fasses quelque chose en lien avec ça. C'est pas possible. Et pourtant, je te dis vraiment, j'ai un problème avec les sapes. C'est un de mes problèmes vraiment numéro 1 sur ma marque personnelle. Et c'est important, l'image, justement, les couleurs que tu mets, les vêtements, les formes. Et je me fais accompagner là-dessus parce que je suis très mauvaise. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé, tu vois, la texture. J'ai toujours aimé les belles choses. Et le vestiaire de l'opéra, il y a que des beaux vêtements qui sentent bon. Oui. Et c'est le moment où, en fait, les gens aussi, pour moi, mais c'est un peu perché ce que je vais te dire, mais je trouve que le moment où t'enlèves tes vêtements, tu t'installes vraiment. Et en fait, autant asseoir les gens à leur place... C'est plus impersonnel. Oui, et puis j'avais l'impression, souvent, c'était lié à une frustration. Parce que quand les gens s'assoient à leur place, en fait, tu les décharges pas. Ils se disent, ah, tiens, oh non, il y a un mec bouclé devant. Ah, mais tiens, mais je pensais que j'avais cette place-là. Ah, mais on n'est pas à côté, c'est le bureau des pleurs. Bon, par contre, t'as un pourboire. Mais tu vois, moi, c'est marrant parce que j'étais pas cupide déjà à l'époque. Parce que je préférais pas avoir de pourboire parce qu'au vestiaire, t'as beaucoup moins de pourboire que quand t'es ouvreur. Surtout quand t'es ouvreur en orchestre où, franchement, là, tu doubles ton salaire. Mais je vais te dire, le vestiaire, les gens, ils arrivent, ils sont dans la magie du moment. Ils laissent leur fourrure, ils laissent leurs beaux vêtements et en fait, c'est le moment où tu vois, ils ont une petite coupe de champagne à la main et ils sont en train de kiffer leur moment. Donc ça j'aimais bien. Et ce qui était sympa aussi, c'est que qui dit vestiaire dit un bureau pour travailler. Et oui, pendant que les autres ouvreurs sont sur une chaise, quand t'es au vestiaire, t'es en mode Royal au bar avec ton bureau. Incroyable, t'avais pensé à tout. Hermione Granger, la bonne élève. Donc du coup, j'adorais le vestiaire, qui est un endroit que personne n'aimait parce que c'est sombre. Carrément. Non mais c'est ouf. Mais tu sais quoi, t'as réussi à me décrire un truc qui me semblait anodin, tu vois, en une expérience incroyable en fait. C'est génial. C'est ton taf en fait, c'est le marketing. Voilà, peut-être c'est ça. Tu me flattes. En tout cas, chose rigolote, je me souviens du coup, je tombais toujours avec le seul mec avec moi qui voulait faire les vestiaires et lui, il faisait de la musicologie. Et il écrivait des musiques, mais ça m'avait scié à l'époque. Il écrivait des musiques comme, tu sais, moi j'écrivais mes cours, et lui, en fait, il dessinait des croches, des trucs. En fait, il avait des musiques dans la tête. Et voilà, et tout, ça m'avait marqué. Et justement, l'opéra et les jobs étudiants que j'ai fait, j'ai aussi fait des trucs moins glamour. J'ai bossé dans une sandwicherie, j'ai fait des bars à salade, j'étais employée polyvalente. Et pourquoi tu bossais? Parce que t'avais besoin d'argent ou t'avais besoin de bosser? Enfin, t'avais envie de bosser? Alors déjà, dès que je suis partie de chez mes parents, et je suis partie très jeune de chez mes parents. T'es partie à quel âge? Pour aller en internat dans un premier temps, 16 ans. Okay. Et en fait, après, j'ai tout de suite eu mon appart. Et du coup, le deal, c'était mes parents me payaient mon appart, mais tout le reste, c'était moi. Okay. Sauf que toi et moi, on sait qu'en fait, hors le loyer, on dépense plein d'argent dans notre vie quotidienne. Le repas du midi, le repas du soir, les sorties avec les copains, les cinémas, tout. Donc, en fait, je bossais. Et tu vois, même, je me souviens que l'opéra, j'avais l'impression de bosser presque à temps plein, presque tous les soirs. Et au final, je pense que je gagnais 700, 800 euros par mois. Pour un job intense, pratiquement tous les soirs. Bon. On le sait. Voilà. Donc, même si tes parents te payent ton loyer, t'es un chaud. peu... En tout cas, moi, j'étais obligée de travailler et j'imagine même pas ceux qui n'ont pas le confort dont moi, j'ai bénéficié, tu vois, parce que vivre à Paris, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, j'aimais aussi beaucoup les jobs étudiants parce que je te dis, ça me faisait sortir de mon cocon. Et je pense aussi, ça m'a énormément endurci. Et j'ai beaucoup fait de vidéos là-dessus, sur les jobs de merde, qui sont des jobs peu rémunérateurs, mais qui vont donner des dividendes toute ta vie. Et moi, le fait d'avoir distribué des tracts sous la pluie, le fait d'avoir fait du babysitting jusqu'à pas d'heure, ça m'a donné un sens du service où, franchement, pour me faire craquer, pour que je réponde mal à quelqu'un, que je perde mon sang-froid, il faut vraiment y aller, tu vois. Et je pense... Forge. Ah ouais. C'est hyper important. Ça paye des dividendes toute ta vie. Ça te donne, moi, je trouve que ça te donne vraiment le sens du travail. Tu vois, moi, j'ai bossé tous les étés sur des plages. Pareil, j'ai fait des jobs, pas étudiants, mais des jobs en école de commerce. Là, tu pouvais faire des... Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ouais, les gigs. Ouais, tu faisais les mops. Tu faisais la serpillière à la cafette. Tu vois le job de série télé, là. Oui, mais non. Mais j'ai distribué des flyers, je travaillais chez Decathlon. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs pour obtenir... Parce que pareil, tu vois, ma mère, elle me donnait un objectif. Enfin, j'avais un objectif. Ma mère me disait, OK, tu veux faire un échange aux US, pas de problème. Prouve-moi que tu veux le faire et que tu vas aider aussi, tu vas mettre un petit pécule de ta poche.
Et je trouve ça hyper important de donner la valeur, tu vois, du sens du travail à tes gosses. Et pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un truc qui te sert vachement dans ton aventure entrepreneuriale, dans ta carrière d'ailleurs. À quel moment t'es partie à New York d'ailleurs? Et pour y faire quoi? Je pars à New York à la fin. Du coup, c'est mon stage de fin d'études. Donc Master 2. Je dois avoir 21 ou 22 ans. Ok. On est en 2012. Hyper chaud de trouver des stages à New York, parce que je peux dire que j'ai cherché. C'était mon dream absolu. Ouais, c'était payé. dur. Un stage payé, tu vois. Ouais. Des stages pas payés, pas de problème. Là, tu pourrais en trouver, mais putain. Ouais, c'était dur. C'était dur parce que j'avais un très mauvais niveau en anglais. Mais je me suis tellement arrachée que j'ai trouvé non pas un stage, mais un job. Donc, petit... Truc de dingue. Oui, mais petit disclaimer. En fait, il n'y a pas d'excuse. Si tu te donnes vraiment 10 fois plus que les autres. Et franchement, j'ai été énormément raillée, mais raillée, c'est un peu péjoratif. Mes potes ont explosé de rire quand ils ont appris que j'avais décroché un job à New York. Ils m'ont dit, Caro, t'es la pire imposture. Parce que honnêtement, Sandra, et c'est pour ça que je dis, si je l'ai fait, vous pouvez le faire, et que je veux vraiment envoyer ce message de, en fait, tu peux être la pire et décrocher le meilleur truc. J'avais un niveau catastrophique en anglais, aussi en partie parce que toutes mes études sup, j'étais le soir à l'opéra, à la fac, les cours d'anglais étaient le soir. Je me suis fait 2 ans et demi sans cours d'anglais. Laisse tomber. Ouais, j'ai creusé ma tombe. Donc, je suis arrivée après dans cette école, au CELSA, où le niveau était hyper exigeant. Et en fait, je me suis retrouvée avec des notes, mais je me demande si j'avais pas 2 ou 3. Enfin, vraiment, les profs. Et un écart incroyable parce qu'à côté, dans les autres matières, je carburais. Mais l'anglais, j'ai eu du mal à rattraper mon retard avec des élèves qui avaient tous fait des stages à l'étranger, des immersions, ou qui avaient des parents qui avaient des jobs de ouf et qui les avaient mis dans des écoles, tu vois, bilingues et tout. Et là, je me prends la réalité en pleine face que je suis vraiment pas au niveau en anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste bossé comme un chien pour avoir ce stage qui du coup était un espèce de CDD de 6 mois chez Volvic à l'époque. Et ce que j'ai fait, c'est quand j'ai préparé les entretiens, je me revois encore, Sandra, tu vois, il y avait un grand espace devant mon bureau. En fait, j'avais fait comme, tu sais, dans les services clients, ils créent des arborescences. Si X, alors tu dois dire X. Si le client vous dit « je veux être remboursé de tel plan », demandez-lui ça. Moi, j'avais créé une feuille de route. Tu sais, ou aussi, l'autre image que j'ai, c'est les tueurs en série. Tu sais, ils mettent quand ils veulent te traquer et t'attraper, ils mettent, tu sais, des liens en disant, voilà, la Sandra, le matin, elle va dans telle boulangerie, après, elle va là. Moi, j'avais fait ça sur mon entretien. C'est-à-dire que j'avais tout cartographié pour que même avec un niveau d'anglais éclaté au sol, je fasse illusion comme jamais. Donc, j'avais mis toutes les questions type. Je m'étais entraînée, j'avais préparé, j'avais fait des faux entretiens avec des amis de mon entourage qui étaient bons. Je leur avais dit, vas-y, entraîne-moi, pose-moi les questions dures. Toute la fiche de poste, je l'avais screenée. J'étais allée regarder des entretiens type sur cette fiche de poste et tout. J'ai bossé comme une cinglée. Et quand j'ai décroché, du coup, non pas ce stage, mais un job, mes potes étaient là, c'est pas possible. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Vraiment. Et même, ils se marraient parce qu'ils me disaient, mais à quel point tu vas arriver là-bas et tu vas être dans la merde. Sauf que ça, c'est vraiment un bon hack qu'on peut donner, c'est je m'inquiète jamais jusqu'à ce que je sois à l'étape d'après. Tu vois, en fait, s'inquiéter, c'est stresser 2 fois. Moi, je me dis toujours, j'attends d'avoir le problème et quand j'ai le problème, je trouve une solution. Bien. Si tu arrives à fonctionner comme ça, c'est génial. Ça s'est bien passé grâce à ça. Je pense que si au départ, je m'étais dit, je vais jamais, si j'avais vu 2 étapes plus loin, et j'ai bien fait parce que ça a été effectivement, j'ai eu des grosses épreuves quand je suis arrivée, des grosses dingueries. Et je pense que si je m'étais projetée, j'aurais jamais sauté le pas. Tu te serais auto-sabotée, enfin inconsciemment, tu vois, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Bah, je me serais dit, je vais être démasquée. Tous les trucs dont on a peur quand on se sent pas au niveau, tu vois. Complètement. Ouais. Mais tu vois, moi, j'avais envoyé 500 candidatures, je pense, de stage. Vraiment, j'étais chaude. Avant les automatisations, t'avais fait ça. Chapeau. Non, mais ah non, mais oui, mais j'étais au taquet. Enfin, j'avais envoyé plein d'emails et tout, tu vois. Et j'avais eu une réponse où on me proposait un stage stylé, mais gratuit. Enfin, tu ne pas payer. Donc, j'y étais pas allée, mais c'était vraiment mon rêve absolu de bosser à New York ou d'avoir un stage à New York. Tu vois. Et vraiment, c'était très, très dur à l'époque. Donc, franchement, chapeau. Chapeau, parce que c'est super chaud, quoi. J'ai vraiment, c'était mon objectif et un bon, je pense à un bon conseil qu'on peut donner aussi et qui a énormément marché à New York, c'est de ne pas attendre le déclaratif, ne pas attendre que les jobs sortent, parce que souvent,
Les bons jobs, il faut les créer, il faut les ouvrir, il faut les déclencher. Et en fait, quand les jobs sortent, c'est valable aussi en France d'ailleurs, parfois, notamment dans les grands groupes. On m'avait beaucoup fait ce retour. Quand les jobs sortent, parfois, ils sont déjà pourvus. Ils sont obligés de les publier. Du coup, il faut faire attention à ça. Et moi, ce que je faisais, en tout cas sur la ville de New York, le conseil que je peux vous donner, c'est que les opportunités, il faut aller les déclencher. Et moi, le truc qui marchait hyper bien pour déclencher des entretiens, mettre le pied dans la porte, même si ça marche pas cette fois, on va vous recontacter peut-être dans 2-3 ans, mais ça vous fait vraiment un bon réseau. C'est d'envoyer des automatisations et de dire « j'ai eu des idées pour votre société. Voilà, je suis Sandra, spécialiste en marketing d'influence. J'ai eu l'idée d'une opération d'influence qui pourrait super bien marcher pour votre marque. Auriez-vous 15 minutes pour en parler? Je peux aussi vous envoyer directement ma présentation si vous préférez. » Là, le mec, il reçoit ça, il se dit « Wow, la meuf, elle est tellement motivée. » Et en fait, derrière, comme je te dis, tu travailles pas jusqu'à l'étape d'après. Comme ça, tu travailles pas pour rien. Donc, à partir de là, je vais aller envoyer 500 candidatures. J'allais avoir peut-être 10 réponses. Oui, envoyez-moi vos idées. Et là, en fait, je bossais genre 5 heures par candidature s'il fallait, mais je me disais, go get that job, tu vois. C'est dingue. Et ça a super bien marché. J'ai fait ça pendant 8 ans parce que je suis restée aux US. Enfin, pas pendant 8 ans, on continuera. Sandra, elle se dit, attends. Ça, oh my God. Mais à chaque fois que j'ai cherché des jobs aux US, et c'est grâce à ça que je suis restée aussi longtemps. Donc, j'ai eu 4 ou 5 jobs différents. Et à chaque fois, j'ai utilisé cette technique et c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Et c'est là où les gens étaient là, vous avez le nez fin parce qu'en fait, on va dans pas longtemps recruter là-dessus. Et tu vois, parfois, Emma et Chloé, ils m'ont rappelé quand même 1 an et demi après. Donc, tu vois, ça sert pas à rien de passer les entretiens, même si tu te dis que dans l'idéal, tu cherches un truc maintenant. Bien sûr. C'est une bonne technique pour... C'est hyper intéressant. Et c'est fou que tu avais déjà ce process-là aussi jeune. Parce que finalement, t'es arrivée à New York, t'étais hyper jeune. Oui, mais stratégie du désespoir. En fait, c'est dos au mur, tu vois. Non, franchement, c'est hyper intelligent. Tu vois, c'est mature. Tout le monde n'a pas cette... Moi, j'avais envoyé 500 candidatures. Ça marche pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu passes à autre chose et next. Et pour autant, je pense que j'étais assez déterre, mais j'étais pas aussi déterre que ça. Pas du tout. J'avais pas encore ce process mental. Tu vois, cette logique-là, je l'avais pas encore. Ou alors, c'est parce que, tu vois, moi, je suis arrivée à New York. La première fois, mon premier job, je l'ai pas trouvé comme ça. Je l'ai trouvé via mon réseau. Et après avoir été à New York, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai déjà eu la première info qu'en fait, les jobs, quand ils sont publiés, 1/3 sont pourvus. D'accord. Et j'étais là, OK. Donc, tu vois, en fait, j'ai appris aussi en faisant et en parlant. Tu vois, meilleur conseil aussi pour aller trouver des jobs, aller voir les gens qui recrutent dans vos secteurs et demandez-leur qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est important de poster sur LinkedIn, c'est important d'avoir une newsletter, on s'en fiche de ça, qu'est-ce qui compte en entretien, la tenue, le truc, et en fait, tu vas prendre plein d'infos. Et derrière, il suffit de répondre à la demande, en fait, comme dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Les Américains, on adore leur mindset. J'imagine que tu as adoré, j'imagine que tu as appris plein de trucs. Ça dépend lesquels. Bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens d'un point de vue état d'esprit, philosophie de vie de ton expérience aux US? Je retiens un optimisme à toute épreuve. Et c'est vrai que, pour le coup, j'aime pas faire l'apologie des États-Unis parce qu'ils font plein de choses pas bien. Bien sûr. New York, c'est vraiment un monde à part. Moi, j'ai vraiment été dans une bulle du genre quand Trump a été élu, les gens pleuraient dans la rue parce qu'en fait, il y a vraiment... New York est un cocon où il y a énormément de méritocratie, d'ouverture d'esprit. Ça ne représente pas les États-Unis. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. Et dans ma façon de te répondre, il va y avoir ce biais-là. Ce que j'ai ressenti à New York, c'est beaucoup de... énorme franglicisme, mais empowerment. Se sentir puissant, se sentir en possession de ses moyens, se sentir maître de son destin. Non, mais c'est tellement vrai. Ça te fait rire, mais c'est normal, ça semble cliché. Mais en fait, la culture et l'éducation des Américains, c'est ça, on te responsabilise. A contrario, en France, c'est vraiment, on attend tout du gouvernement. Tu vois, ta vie est entre les mains de quelqu'un d'autre. Non, Coco, ta vie est entre tes mains à toi, en fait. Tu es responsable de ta vie. Et c'est pas bullshit ni cliché, c'est la vérité, en fait. J'adore ce mot responsabilité. Et pour le coup, tu vois, souvent face à l'échec, notre premier réflexe de latin, c'est de nous victimiser. Et c'est la pire attitude à avoir. Et je trouve qu'aux États-Unis, on m'a vraiment inculqué le truc de « Ok, ça s'est mal passé. » Et là, body scan.
mais en même temps, ça s'est mal passé. Mais si je suis honnête avec moi-même, est-ce que j'avais vraiment bien préparé l'entretien? Oui, je te donne des exemples à chaud, mais tu vois, oui, le recruteur s'est pas bien comporté, mais en même temps, est-ce que j'avais pas un manque de préparation? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu, culturellement ou pas, lui faire sentir ça? Et en fait, ce truc de toujours te dire, qu'est-ce que moi j'ai pu impulser qui a fait que ça s'est mal passé? Là, tu progresses. Tandis que si tu dis toujours que le problème vient des autres, tu stagnes, c'est mort de chez mort, ton problème, il va pas changer. Et même avec l'âge, ça va devenir de pire en pire. Donc, c'est ce qui s'appelle le growth mindset. Et c'est lié à ce mot que tu as utilisé et que j'adore, et tu as complètement raison, la responsabilité. Et à partir de là, tout est possible, en fait. Tu as les clés. Donc, ouais, la notion de responsabilité, c'est hyper important. Si tu passes ta vie à remettre tes erreurs, tes échecs sur les autres ou sur les circonstances extérieures, tu ne progresseras jamais. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup trop de personnes font encore aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs, la qualité première des entrepreneurs, c'est aussi la capacité à se remettre tout le temps en question. Moi, je passe ma life à me remettre en question. Ok, j'ai foiré mon lancement, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est comme ça qu'on provoque. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on développe une boîte et c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs, en fait. Et qu'on est heureux aussi. Parce qu'en fait, si tu te responsabilises, tu es en possession de tes moyens. Et tu parlais de la confiance et de l'estime. Ça vient à partir du moment où tu es capable de laisser rentrer la critique et de l'intégrer et d'en faire un tremplin pour l'étape d'après. Complètement. Mais ça, c'est vraiment le mindset. C'est pour ça, pour ceux que ça intéresse, le growth mindset, je pense que c'est une notion qui fait tellement du bien, tu vois, à intégrer comment est-ce que je traduis mes émotions, même négatives, en action et façonner sa réalité. Et les US, c'est franchement la meilleure école pour ça. Et souvent, je dis, j'ai pas beaucoup de mérite à mon optimisme. On m'a appris à être comme ça. Ce qui fait que maintenant, je suis incapable de me lever le matin et de faire la gueule. Je suis tellement heureuse de me lever. Je suis tellement, je me sens tellement, c'est de la gratitude, tu vois. Tout à fait. Mais ça, c'est un entraînement, en fait. Je ne l'étais pas comme ça naturellement. Justement, tu vois, moi, j'étais une ado, je m'habillais que en noir. J'étais émo. Ah, c'est pas vrai, maintenant, je sais qu'on n'est pas tout à fait de la même génération. Maintenant, j'ai peur de refaire des écarts, mais j'étais une ado mal dans ma peau, j'ai l'impression, comme tous les ados. Mais il y avait un truc de détestation de moi, il y avait un truc de, tu vois, de rejet de la responsabilité, où j'avais l'impression qu'en fait, les autres me voulaient pas du bien. J'avais l'impression que, j'avais jamais de chance. Ah ouais. Et tu vois, je pense que l'école des US te dit genre, oui, t'as pas de chance parce que t'as pas travaillé, parce que t'as pas de chance parce que tu crois pas. Ouais. Trop intéressant, j'adore. Enfin moi, j'adore les US. C'est très bizarre de dire ça. J'adore les US, c'est pas j'adore les US, mais j'aime cet état d'esprit là. Vraiment, ça me parle énormément. Moi, je suis une éternelle optimiste depuis toute petite. Je pense que je tiens ça de mon grand-père. Bref. Du coup, ça me parle, ce truc où tout est possible. Tu vois, moi, je déteste qu'on me mette des limites dans ma vie. Je déteste qu'on me dise non. Par exemple, si je dis, moi, j'aimerais bien un jour aller habiter à Los Angeles, mon mec, il me regarde, il me dit, non, en fait, pas du tout, never. Je dis, en fait, ne me dis pas non. Tu sais très bien que même si on le fera jamais, je veux que ça reste un fantasme possible, tu vois, une éventualité. Je déteste qu'on me bloque dans mes rêves et dans mes fantasmes. Tu vois, j'ai besoin de penser que je peux tout faire, que je peux tout réaliser si j'ai envie. Et c'est un peu cet état d'esprit-là. Clairement, j'adore. Enfin, ça, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Et moi, j'ai du mal avec le fait qu'on me dise souvent ce que je ne peux pas faire. Et tu vois, quand j'étais salariée, j'étais très malheureuse parce qu'en fait, j'ai l'impression que le job du manager, en tout cas en France, le job du manager, c'est un peu de te dire ce que tu peux pas faire. C'est vrai. Et j'ai toujours été brimée dans le salariat parce que j'avais toujours envie d'en faire 3 fois plus. Et en fait, souvent, c'est pour ça, tu sais, comme en école de commerce, je me suis sentie dans mes capacités plafonnées. C'est que j'avais envie de faire plus, j'avais envie de donner. Et souvent, en fait, on m'a freinée et on m'a limitée. Je te donne un exemple tout bête. Quand j'étais DIRCOM à mon retour en France, on avait je m'occupais d'une boîte dans le transport routier. Premier truc, je me suis dit, on est dans le transport, faut qu'on fasse un podcast. C'était avant l'ouverture du marché des podcasts, c'était il y a 4-5 ans. Et j'ai dit à ma boîte, faut qu'on fasse un podcast. Et j'ai dit, on commence, on achète un micro. On m'a regardé, Sandra, mais comme, j'arrive jamais à dire ce mot, mais une uluberlu. Une uluberlu? Oui, je sais plus un comment truc on comme dit, ça. mais Voilà. on m'a regardé comme si j'avais tué le Christ et on m'a dit, mais enfin, redescends. Et j'ai toujours été perçue comme une allumée, alors que, en fait, c'était tellement rationnel et tellement cartésien et tellement justifié. Mais tu vois, souvent, il y a ce truc de genre, on m'a dit dans la vie ce que je pouvais pas faire. Et ce qui m'a permis d'arriver dans l'entrepreneuriat, c'est ce mot-là. T'as mis le doigt dessus. C'est, on m'a dit ce que je pouvais pas faire. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit,
ça va pas. Il faut tout ce que je peux pas faire dans mon CDI, tout ce qu'on me laisse pas faire. Et moi, j'étais le genre d'employé en CDI que maintenant je rêve de recruter. Où moi, mon boss, il se décrochait la mâchoire parce que je demandais pas une augmentation, mais je voulais passer au CODIR. J'étais là, s'il vous plaît, plus de responsabilités. Et ça lui faisait pas plaisir. Oh God. Ça ne faisait pas plaisir. Et il était plutôt là en mode calme tes ardeurs. Ici, il y a, c'était un gros groupe, donc tu vois, ça faisait peur. Il aurait préféré que je demande une augmentation, mais même un truc aberrant, c'était mieux que de demander en fait des responsabilités et qu'il y ait plus de croissance. Et tout ça pour te dire que en fait, là, ça a été le moment où je me suis dit, on me respecte pas, je suis à 1% de mon potentiel et j'avais besoin de prouver que, si, en fait, j'arrivais à le faire. Et j'ai lancé ma boîte juste pour dire, j'ai fait tout ce qu'on m'avait pas autorisé à faire en CDI. En CDI, on me disait de pas poster sur LinkedIn sur autre chose que le transport routier. Et je me disais, en fait, non, je pense pas. En plus, j'avais l'avance des US. Le personal branding, j'en ai fait des tonnes avant que ça commence. Ah, dingue. Et j'avais commencé à faire poster les dirigeants sur LinkedIn et tout. Et on me disait t'étais hyper précurseur, en fait. Mais encore une fois, sans mérite. Parce qu'en fait, aux US, j'avais vu, c'est un observatoire. Ils ont toujours 10 ans d'avance. Mais demain, on va faire un stage de 6 mois aux US, on revient, on cartonne tout dans notre verticale. C'est vrai. C'est vraiment une boule de cristal. Mais tu vois, quand j'étais là-bas, on me disait, attends, j'étais un peu l'original qui venait du monde des bijoux et qui arrivait dans le transport routier. D'accord. Et du coup, on m'a tout de suite dit, ah oui, mais ça marchait dans les bijoux. Et j'étais, non, il n'y a pas des trucs qui marchent dans les bijoux en marketing et qui ne marchent pas dans le transport routier. Ouais. Et donc voilà, donc ce mot, je ne peux pas, ou tu ne peux pas plutôt, c'est ça qui m'a fait passer du CDI, du salariat à l'entrepreneuriat. Mais ça me parle tellement, c'est hyper intéressant, ça me parle de ouf parce que j'ai un peu vécu la même chose, cette sensation de toujours être bridée, qu'on ne comprend pas. Moi, j'avais toujours la sensation qu'on me comprenait pas. Tu sais, j'avais des bonnes idées et on comprenait pas, voilà, ce que je voulais mettre en place. Ou alors, je pense que j'avais un ego surdimensionné aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais pas partie des gens qui prenaient les décisions stratégiques, tu vois. Je comprenais pas ça. Dès son premier stage, comme un peu les stagiaires stratégiques qui veulent faire la stratégie de la boîte. Mais oui, moi, j'avais qu'une envie, je ne comprenais pas pourquoi on ne m'avait pas proposé le poste, tu sais, toujours plus élevé. Dès que je rentrais dans une boîte, je voyais déjà où je devais aller, ce que je voulais faire, quel objectif je devais atteindre. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée au burn-out, tu vois. Je me suis complètement brûlée parce que je voulais toujours faire mieux, toujours prouver que regardez ce que je suis capable d'accomplir, regardez les objectifs, je les dépasse, regardez ce que je peux faire, regardez que je peux faire beaucoup plus, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça donc, que je voulais te demander tout à l'heure. Comment t'as évité le burn-out ? T'as le profil, enfin, je sais pas si t'en as fait un, je crois que j'ai pas entendu parler de ça. Le profil parfait. Mais t'as le profil parfait pour, quoi. Tu sais, d'ailleurs, ça m'a toujours fait un peu peur. Parce que t'es pas la première personne à me dire, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant, attention, voilà, t'as le profil parfait du burn-out, tu me rappelles moi avant mon burn-out, et en fait, je pense, alors je suis déjà, la première chose, c'est que je suis toujours, j'entends toujours les bonnes intentions quand on me dit ça, et en même temps, je m'en protège beaucoup parce que j'entends à quel point c'est important de faire de la prévention, mais j'ai aussi parfois l'impression que plus on va te mettre dans justement un état d'esprit, un conditionnement où on va te dire tu risques de faire un burn-out, tu risques de t'épuiser, ou finalement, enfin, tu vois, moi je crois très fort en la visualisation, et du coup j'ai l'impression que certaines personnes, à cause de l'effet de mode burn-out, je vois parfois des amis autour de moi qui me disent ah mais là je suis en burn-out, et tu sais je leur dis genre non, je pense pas que tu fasses je pense pas que tu fasses un burn-out. Je pense juste que en fait, t'as besoin d'un week-end, quoi. Pose un jour, mais il y a rien de dramatique. Et j'ai tendance à penser que, voilà, c'est pas que je refuse d'écouter, c'est que aujourd'hui, dans ma façon de gérer, en tout cas ma santé, tu vois, moi j'ai une bague connectée par exemple. Bon là je l'ai pas, elle est en train de charger, mais du coup on dirait les gens qui disent attends, d'habitude je suis végétarien, bon là je mange McDo, c'est exceptionnel. Mais c'est quoi une bague connectée ? J'ai une Oura Ring, c'est une bague tracker. J'ai le bracelet Whoop que j'ai enlevé. Ça me fait l'arrière de ce qu'elle dit. Tu sais, ça me fait trop rire parce qu'on dirait vraiment les menteurs. Mais oui, d'habitude, donc du coup je mange végétarien, mais exceptionnellement en ce moment je mange du foie gras. En gros, je fais très attention à mon hygiène de vie, je fais très attention à ma santé, je fais gaffe aux écrans. Justement, là, je finissais, tu le sais, l'écriture de mon livre. Je donnais tous mes conseils pour éviter les écrans. Un truc tout bête qu'on fait pas en tant qu'entrepreneur et qui me sauve ma santé mentale aussi. Dès qu'un call, il n'y a pas de partage d'écran.
dès qu'il y a une visio, il n'y a pas de partage d'écran, je fais un call. Et parfois, ça surprend un peu les gens, comme quand tu bois pas d'alcool, tu sais, ils se disent genre, est-ce que tout va bien? Et je dis oui, en fait, et je leur explique. Et dès que je leur explique, je remarque que ça allume une lanterne et que les gens se disent, mais t'as raison, mais pourquoi on ferait une visio? On n'a pas besoin de se voir. Mais c'est clair. Et du coup, je pars marcher. Tu vois, j'habite en plein Paris, super. donc il y a pas beaucoup de. Je suis pas comme toi dans le sud. Je suis pas entourée de nature. Et ça, la nature, franchement, c'est un super pouvoir pour se refaire une santé. Excuse-moi, je te fais du pied. Un truc tout bête du coup, pour éviter, tu vois, les écrans. Si tu regardes dans ta journée, tu dois avoir 4 visios. Et en fait, je suis sûre qu'il y en a 3 que tu peux éviter. Il y en a 3 que je hais les visios. Voilà, il y en a 3 que tu peux prendre en marchant. Et du coup, maintenant, même sur mon calendrier, il y a plus le choix en fait. C'est ok, tu veux par exemple qu'on parle de l'agence personnelle, tu veux qu'on prévoie ta prochaine conférence, c'est un appel. Point barre. Et je fais plein de choses justement pour éviter d'avoir trop souvent la même position. Je fais énormément de sport, je fais 1 heure de sport par jour pratiquement. Le seul truc sur lequel je suis pas très bonne, c'est le sommeil. Mais tu vois, je le traque, je fais en sorte d'avoir un sommeil ultra réparateur. J'ai une machine de méditation à la maison. Je fais minimum 1 quart d'heure de méditation par jour. Tu vois, avant l'interview, je sors de la rédaction de mon livre. Je sais que j'ai une interview avec toi pour changer en fait de conditionnement. L'équivalent presque de prendre une douche, tu vois. Je fais 10 minutes de méditation où je me pose. Je fais du breathwork aussi, de la respiration. Donc, je travaille énormément. Je dors peu. Mais tout le reste, j'y fais très attention. Et le moment où je sens, et ça arrive très souvent, 1 fois tous les 2 mois à peu près, j'ai un moment où je sens, ouah, j'ai trop tiré sur la corde. Tu vois, là, vendredi, j'ai fait un shooting photo toute la journée. J'enchaîne avec un dîner avec des amis à 22h. Ça les fait rigoler, mais je leur dis, là, je dois aller dormir. Et on est vendredi soir, et en fait, ils se disent, ouah, Caro, elle est plus comme avant. Avant, elle était fêtarde, mais là, je sais que je commence à avoir, tu sais, je fais un peu de tachycardie, je me sens pas, je me sens en décalage, tu vois, avec les autres. Là, je me dis, je rentre. Et il y a des petits signes comme ça que maintenant je sais écouter. Et je pense aussi, pour finir sur ta question et pour ceux que ça intéresse le burn-out, je pense aussi que peut-être dans ma vie, j'ai déjà fait des burn-out parce qu'il y a des échelles de burn-out qui sont différentes. Et souvent, le burn-out, on dit oui, c'est quand t'arrives plus à te lever. Mon ami Arthur Aubeuf, quand il a fait un burn-out, il a perdu des touffes de poils. Sa barbe a mis 1 an à repousser parce que là, il avait plus de poils. Donc, il y a des burn-out très impressionnants. Et puis, il y a aussi des petits burn-out qui sont comme, en fait, des micro-dépressions, des moments où, en fait, t'as plus envie de rien, tout ça. Et peut-être que tout seul, sans rentrer dans un délire médicamenteux, des arrêts maladie, des trucs où parfois on se tire vers le bas, on se victimise, tu vois. Parfois, on peut aussi se rééquilibrer en prenant une journée pour soi, une journée spa entre filles. Là, il y a la Saint-Valentin qui arrive, tu vois. Prendre une journée avec sa meilleure pote ou son mec et reconnecter, tu vois, avec des choses comme ça, je pense, te permettent aussi de te... Tu vois, même si tu es en état de burn-out, de facilement te réguler. Après, tu as l'air hyper informé déjà. Et tu fais plein de méthodes, tu as plein de choses qui sont mises en place, qui sont des méthodes de prévention, en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est super. Et je me rappelle aussi, je t'avais préposé 2 fois d'autres dates pour notre interview et tu m'as dit non, je vais au ski. Et après, tu m'as dit non, je retourne au ski. Tu vois, et moi, c'est des trucs que je fais pas parce que je prends pas le temps, en fait. Tu vois, j'ai même annulé là, le week-end dernier un week-end au ski avec mes copines. Parce que j'ai des prios en ce moment. Ouais, mais tu vois, parce que des fois, t'as des moments de rush et moi, j'arrive pas à défocus, tu vois. Je sais que j'ai des moments de rush où j'ai un objectif hyper important dans mon biz. Du coup, je vais focus là-dessus et j'ai même pas envie, en fait, de moments où je suis dans le fun ou machin. T'en as pas besoin? J'en ai pas besoin. Okay. Tu vois, je sais comment je fonctionne. J'ai des périodes de rush et après j'ai des périodes de dérush. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je les appelle. Mais du coup, toi, je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, de par tout ce que tu me dis, que t'as mis des méthodes en place qui sont hyper bien, qui te font du bien pour ta santé mentale, physique, etc. Et en plus de ça, tu passes vachement de temps avec tes potes, tu prends du temps pour toi, qui sont des activités extrascolaires, j'ai envie de dire. Et ça, tout le monde ne le fait pas, tu vois. Et c'est hyper important, c'est clé. À quel moment t'as fait, pour rentrer dans le vif du sujet, à quel moment t'as fait la transition, du coup, de salariée à entrepreneuse? Et qu'est-ce que t'as fait? Explique-nous, donc 2 questions en une. Comment s'est passée ta transition? Donc, pourquoi et comment? Et deuxième question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Caroline? Qu'est-ce que t'as mis en place? Parce que moi aussi, alors je comprends à peu près ce que tu fais, mais j'ai du mal à comprendre tout ce que tu fais. Je pense que je suis pas au courant de tout tout ce que tu fais exactement, de tout ce que tu proposes.
Alors, la première question, la transition, je vais te faire une réponse longue. T'es sûre? Je suis obligée. En fait, j'ai pas eu une transition facile ni nette. J'ai tout fait pour pas devenir entrepreneur. Je voulais vraiment que ça bouge dans ma boîte. Moi, j'ai toujours rêvé d'être salariée dans un grand groupe, d'avoir un gros poste dans une grosse machine. J'ai toujours trouvé ça très rassurant, les grands groupes. Et aussi, comme je te disais, j'ai toujours eu la passion de créer. Et j'ai tout de suite compris que ça allait être plus rapide de créer en CDI qu'en lançant ma boîte. En termes de moyens, tu vois, par exemple, quand je bossais dans des grands groupes, tu gères des budgets, des millions d'euros. Là, quand je travaillais chez Geodis, j'étais DIRCOM. Il y avait quand même des budgets que je n'ai plus jamais eus, même actuellement, au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir les moyens dans mon job et du coup les moyens de faire des choses en marketing, la liberté de faire des choses en marketing, ça passe par des budgets et tu vois très rapidement je me suis un peu dégoûtée de l'entrepreneuriat parce que je me suis dit moins de confort, plus de pression. Moi je me surinvestis dans le management parce que j'ai vraiment le goût de transmettre. C'est pour ça que je voulais être prof de base et que j'ai fait mon fameux DUG de littérature. Je voulais être prof, j'adore transmettre. En fait, j'ai du mal à me détacher. Tu vois, avant, j'étais prof en école chez Digital Campus et j'ai arrêté parce que c'est une ruine pour moi d'être prof. Je ne suis pas rentable. Parce que du coup, les élèves, au final, ils m'envoient des textos. Je suis là, je me dis, truc, il a son examen. Et même quand j'ai des stagiaires, tu vois, que dans mes boîtes ou même avant, dans mon ancienne carrière, j'étais hyper investie, comme une maman un peu, tu vois. Là, ma première stagiaire sur Richmaker, Barbara, elle s'est réorientée grâce à moi parce qu'en fait, je lui avais dit, comme une conseillère d'orientation, je lui avais dit, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passion dans ce que tu fais. Et c'est dangereux aussi de faire ça parce que, tu vois, honnêtement, là, c'est que du positif. Mais j'ai toujours eu un côté maman dans le management où je me suis dit, il y a un moment où peut-être ça me portera préjudice, je préfère pas qu'il arrive. Et du coup, ma petite Barbara, maintenant, elle est devenue graphiste. À l'époque, elle était chef de projet. Et je lui avais dit, et tu vois, c'est osé, mais c'est mon tempérament un peu cash. Je lui avais dit, j'ai l'impression que t'aimes pas ce que tu fais. Et du coup, on va essayer autre chose. Et elle regardait tout le temps le stagiaire qui faisait du Figma. Et je lui avais dit, pendant un jour, on va échanger les rôles. Tu vas bosser avec Thomas. Et en fait, elle a eu une révélation. Mais du coup, tu vois, j'ai toujours eu le côté, ce que j'aimais, c'était pas le management. C'était pas genre, t'as ça à faire. J'ai toujours aimé l'éducation, la transmission. J'ai toujours voulu être mentor, pas manager. Et du coup, très jeune, je me suis dit, OK, moi, être entrepreneur, très peu pour moi. Des responsabilités, des vies à soulever qui, en général, passent avant moi. Donc, je vais pas mettre le masque sur moi et je vais m'oublier. Des budgets plus petits, des preuves à faire dès le début, alors que avec mon CV, je peux avoir tout de suite un job senior. Et j'avais ce côté gravir les échelons qui me rassurait. Donc là, évidemment, vous vous dites, dis donc, c'est pas si glorieux que ça. Mais pour casser un peu le mythe, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. J'étais une salariée bien planquée, CDI, maison, dodo, tu vois. Et en fait, juste, je pense un peu comme toi, on m'a pas laissé assez de responsabilités et je voulais bosser plus. Et on m'a dit, du calme. On m'a dit, attends, pour cette année, contente-toi de faire ce qui avait bien marché l'année dernière. Et du coup, ça a été mon déclic dans l'entrepreneuriat. C'est OK, personne me faisait confiance. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un double job. Et en fait, on m'appelait tout le temps pour du partenariat. Je mettais tout le temps les gens en relation. Tu vois, là, juste avant de venir, j'ai une copine, je lui ai dit, en fait, ta marque, je sais qu'elle plairait trop à un tel. Je fais encore du placement, du truc. En fait, quand quelqu'un me parle, je fais tout de suite un lien vers quelqu'un d'autre. Ce que tu veux dire. Et du coup, on m'appelait tout le temps pour des partenariats. J'ai une copine qui a lancé sa boîte, qui est en galère là-dessus. Un tel, il cherche des... Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais faire un algo. Parce que quand tu es dans ton biais d'expert, tu sais à quel point c'est simple ce que tu fais. Et je me suis dit, mais ça, en fait, si je le transmets, soit je faisais une formation en ligne, mais j'ai toujours aimé la tech, soit je faisais un algo et je créais un algo qui faisait Caroline Mignot et qui disait, tiens, toi, tu adresses telle cible, ton produit, il vend à tant, fais de la cross-promo avec un tel. Et je leur faisais faire du partenariat comme nous, j'aurais pu nous présenter. Tu vois, tiens, Sandra, elle a les locomotives, Caroline, elle a le Marketing Square. Est-ce qu'ensemble, elles pourraient pas faire une expérience transformative pour les femmes, pour retrouver leur pouvoir, un truc, tu vois. Et je trouvais comme ça des opérations. Et du coup, j'ai cherché un CTO, j'ai commencé à bâtir ce projet
d'abord pendant mon temps libre, et puis après, j'ai monté une petite équipe de 3 personnes, mais du coup, petite équipe de freelance, où en fait, tous les soirs, si je faisais un double job, j'avais mon job de DIRCOM où je manageais 5 personnes, et du coup, je faisais ça de 9h à 18h, et à 18h, je faisais, du coup, je bossais et je faisais mon side, et du coup, je préparais les missions pour les personnes que je leur envoyais en général à minuit. Attention, là, si l'inspection du travail me tombe dessus, bien sûr, pas à faire pour minuit. Mais du coup, j'envoyais un email à minuit avec les missions de la matinée. Donc, à ce moment-là, je fais un double job et je manage 2 équipes, les 2 la journée. Mais du coup, j'ai un double job assez ingérable. Et malgré tout, je tiens 6 mois comme ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est ce qui a fait que j'ai pu partir de mon job. Moi, je tenais parce que en fait, j'avais la fièvre de mon projet. Et à ce moment-là, j'avais du mal à dormir tellement j'étais excitée par mes projets. Donc en fait, j'ai jamais souffert du manque de sommeil. Je dormais à peu près 4 heures par nuit. Je me réveillais et j'étais là, ça, il faut que je le note, ça, machin. Je me remets sur mon projet. Et vraiment, j'ai vécu cette période un peu comme, tu sais, un peu comme quand t'es amoureux. Et que tu fais avec les premières... c'est un peu triste ce que je vais dire, mais ça dure rarement jusqu'à la première année. Mais tu vois, les premières semaines quand t'es en couple, tu parles avec l'autre toute la nuit, t'arrives pas à dormir, et le matin, t'enchaînes avec le taf et t'es pas fatigué. Parce que t'as tellement passé une nuit de ouf, et t'as tellement partagé et tout. Et en fait, j'avais ce même truc-là. C'est-à-dire, même si j'ai pas dormi de la nuit, j'avais tellement de nourriture intellectuelle, je m'étais régénérée. Et donc, j'ai quand même tenu 6 mois. Et ce qui a fait, Sandra, et c'est assez rigolo pour tes auditeurs, j'espère que ça leur remontera le moral, ce qui a fait que je suis partie, c'est que je me suis quasi fait mettre à la porte. Parce qu'à ce moment-là, LinkedIn cartonne. Et en fait, c'est le moment où je commence à avoir de l'audience sur LinkedIn. Je remplis les webinars sur le transport routier, ce qui fait que je suis quand même un sacré bon élément de la team, parce que en fait, quand je suis là, il y a 150 personnes. Quand je suis pas là, il y a 0 personne. Et en fait, je fais des super bonnes activations, je remplis et j'excède tous mes objectifs. À côté de ça, vu que c'est mon LinkedIn, pendant les week-ends, parfois sur des posts programmés, mais pendant la semaine, en fait, je poste aussi sur le partenariat, mon expertise, le marketing, je donne mon avis sur les tendances du marché. Et là, en fait, ça commence à pas plaire. Les collègues qui me voient bosser jusqu'à pas d'heure, en fait, je suis pas au bar. Je viens pas au bar parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de bosser. Donc, mon boss me dit oui, en fait, l'équipe a l'impression que t'es pas investi. Et je suis là, ah bon, mais en fait, j'atteins mes objectifs, je travaille plus que les autres. Pourquoi je serais pas investie? Et là, il me donne des trucs bidons du genre, ah oui, ce matin, t'as confondu le nom de 2 salons. Et là, je sens, tu vois, qu'il y a un désalignement avec mon boss que j'adore, avec qui j'ai des bonnes relations. Mais en fait, je sens que juste, je dérange. Et je dérange parce que j'ai ce côté, justement, syndrome de la bonne élève, qu'à côté de ça, je sors pas boire des coups avec les autres. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ce qui dérange à ce moment-là, c'est le fait que je commence sur LinkedIn à avoir de l'attraction et que j'ai 2 boulots dans l'un. Et ça a très vite été mal supporté. Donc, en septembre, au bout de 6 mois... mon boss et moi, on se dit, en fait, je lui dis avec transparence, je lui dis, j'ai l'impression que c'est pas un problème d'objectif et que c'est plutôt le fait que je suis en train de développer mon projet. Et moi, je m'étais préparée quand j'ai pris le CDI. J'avais parlé à ma boss de l'époque et je lui avais dit, je prépare mon projet. Donc, j'avais été très transparente. Et du coup, j'ai dit, je pense que là arrive le moment où le mieux, ce serait de faire une rupture conventionnelle et qu'on se quitte comme ça. Et mon boss, du coup, me l'a accordé. Et j'étais trop contente parce que la rupture conventionnelle, pour ceux qui nous écoutent, ça te permet de te lancer avec le chômage. C'est trop bien. Et c'est parfait pour combattre le syndrome de l'imposteur parce que quand tu quittes ton job, tu te dis que tu vas pas monétiser tout de suite, tu vas pas être bon, tu vas pas gagner d'argent. Et pour vous rassurer, je n'en ai jamais eu besoin. J'ai peut-être eu 1 mois ou 2 d'indemnité et après, j'ai tout de suite gagné ma vie. Donc, j'avais l'angoisse. C'est rare quand même. Oui et non. Ouais, parce que, de moins en moins, c'est vrai. Mais beaucoup d'entrepreneurs se disent, j'attends la rupture conventionnelle. Et enfin, s'il y a un message que je peux faire passer avec mon parcours, c'est comme l'histoire de, tu sais, le job, mais je l'aurai jamais parce que j'ai pas un bon niveau d'anglais. En fait, la rupture conventionnelle, c'est quelque part parfois une limitation qu'on se met nous-mêmes. Complètement. Et on est capable de se monétiser au jour 1 si on n'a pas ça. Donc, n'attendez pas la rupture conventionnelle pour démissionner parce que si ça n'arrive pas, il y a un moment où il faut vous faire confiance, il faut y aller. Et en général, ça marche. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, je sais que j'avais fait une rupture et je me suis un peu reposée. Les 6 premiers mois, c'était
je contemplais ma liberté incroyable, je ne dépends plus de personne, j'ai plus d'employeur, j'en ai plus rien à foutre. Par contre, j'étais pas en mode ouais, je vais tout charbonner pour mon biz. J'étais en mode tranquille, j'avais un bon salaire au chômage, j'étais bien quoi, j'étais tranquille. Donc effectivement, ça va pas forcément, ça nous aide pas forcément à tout déchirer et à générer du CA dès le début, quoi. Ça c'est sûr. Il nous reste très peu de temps ensemble. Caroline, peut-être finir un petit peu sur très rapidement ce que tu fais, ce que tu prépares comme projet, qu'on comprenne un petit peu qui tu es. Même si on a compris un petit peu qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Alors, ce que je propose, c'est des produits et des services pour rendre les marketeurs meilleurs et plus généralement les marketeurs, mais les professionnels, donc toutes les personnes en fait qui ont besoin de faire grossir leur activité. D'accord. Et du coup, j'ai 2 logiciels. Une plateforme qui permet de faire du partenariat. Donc, je match entre, en général, des créateurs, mais en gros, des personnes qui ont envie d'avoir plus de visibilité. Et l'idée, c'est de passer par le réseau des autres, qui est un super hack, parce que aujourd'hui, la publicité coûte beaucoup d'argent. Recruter des gens, ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, trouver un partenaire qui a ce que toi, tu n'as pas, c'est le meilleur hack pour grossir plus vite. Et du coup, ça, c'est l'idée de ma première plateforme, donc Richmaker, plateforme de partenariat, qui est complètement automatisée aujourd'hui, qui est ce qui s'appelle une muse dans l'entrepreneuriat. Donc, elle vit toute seule. Donc, c'est le premier SaaS que j'ai créé. Ensuite, Refer, c'est mon grand projet, celui sur lequel j'ai levé des fonds. L'idée de Refer, c'est de créer un logiciel de prospection qui s'appuie sur ton réseau. Je pense que pour être un peu allé aux States ces dernières années et avoir vu les tendances du marché, je pense que la prospection commence à nous sortir tous par les yeux. Côté prospecteur comme côté prospecté, mais je pense qu'il y a vraiment un plafond de verre. Les gens ne sont plus réceptifs à la prospection et il y a un truc qui marche du tonnerre, c'est la recommandation. Et moi, ce que j'essaye de faire donc via Refer, c'est construire un algorithme qui te permet via ton réseau, donc LinkedIn, pour commencer, mais ce sera aussi Instagram, ta boîte mail, via les gens que tu connais, t'aider à obtenir des rendez-vous avec les gens que t'as pas encore. Et trop intelligent. Donc super. C'est une machine de guerre. Gros projet. Alors honnêtement, c'est un projet. Il y en a qui me disent putain, ça fait 2 ans. Parfois dans la vie, il y a des projets objets brillants qui fonctionnent tout de suite, qui sont faciles. Et Refer, c'est une grosse tech. On travaille avec du coup des API comme celle de LinkedIn qui bougent tout le temps. C'est très difficile de construire un produit. Donc ça fait 2 ans que je suis dessus, mais c'est mon gros projet, celui qui me fait battre le cœur, celui avec qui j'ai la plus grosse team. On a levé de l'argent avec des invests qui sont hyper influents. Mathieu Stéphanie dans le podcast, Guillaume Moubèche dans le SaaS. Donc voilà, Refer, c'est vraiment mon gros projet, mais c'est un projet de longue haleine. Donc tu le vois, c'est encore un logiciel marketing finalement, en tout cas quelque chose qui te permet d'aller chercher plus de croissance plus vite. Et puis à côté de ça, j'ai l'agence personnelle, mon agence de contenu que j'ai lancée en juillet dernier. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus ignorer qu'il faut être sur les réseaux sociaux pour te développer. Il y a plus de recherches sur TikTok que sur Google. Donc, arrêtez de vouloir vous référencer sur Google. Postez sur les réseaux sociaux, c'est plus une option. Et quel que soit ce que tu vends et que tu sois entrepreneur ou salarié, il va falloir que tu cultives ta marque personnelle. Donc ça, je sors un livre sur le sujet avec Erol, dont je te parlais. Je suis en train de le finaliser. Il sort en avril. Ça s'appelle From Zero to Hero. Mais oui, et c'est une méthode complète. J'avais vu un post LinkedIn par rapport à ça. C'est une méthode complète en fait que j'applique aujourd'hui en coaching individuel, mais des coachings sur lesquels il y a un prix élevé. Je mets ça dans le bouquin pour que tu puisses toute seule faire tes ateliers, tracer ta ligne de vie pour voir en fait comment est-ce que tu peux créer du contenu plus vite sur les réseaux sociaux, du contenu qui te ressemble, trouver ta patte, cultiver ta différenciation. Donc du coup, l'agence personnelle, j'ai lancé ça avec Clément qui est un réalisateur et du coup ma 4e boîte, c'est mon studio de production qui s'appelle The Square. Et tout simplement, je fais de l'influence. Je travaille avec des HubSpot, des Adobe pour créer des contenus en collaboration avec eux. Je fais de la couverture d'événements, je fais des conférences. Et du coup, ce qui amène tout cet écosystème ensemble, c'est le marketing. Et d'une boîte à l'autre, tu vas retrouver parfois les mêmes équipes, les mêmes ressources, parce que j'ai tout en interne. Donc, mon CTO sur Richmaker, c'est mon CTO chez Refer. Donc, il y a des teams qui transitent. Il y a aussi, tu vois, l'agence personnelle loue mon studio The Square quand je ne l'utilise pas. Donc, en fait, j'ai créé une espèce de permaculture d'entreprise. Et l'idée, c'est de créer des boucles de croissance et des entreprises qui se nourrissent entre elles et qui aussi se renvoient des clients entre elles. Donc, quand j'ai du lead sur The Square, mon agence de création,
En fait, potentiellement, je leur dis, tu vois, peut-être vous devriez faire l'agence personnelle. L'agence personnelle m'envoie aussi des clients parce qu'on rentre des marques qui disent, et si on veut communiquer sur ton profil? Et en fait, tout cet écosystème, Richmaker, Refer, l'agence personnelle et The Square, ça crée une boucle de croissance qui aujourd'hui me permet d'avoir plusieurs business en un. Et au-dessus, ma marque personnelle, Caroline Mignot, je fais du marketing et j'aide les professionnels à mieux se marketer ou mieux marketer. Wow, ok, donc tu es vraiment hyper active. C'est donc démontré. C'est démontré, on a compris. Non, franchement, chapeau, c'est assez impressionnant. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de casquettes. C'est waouh. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai découvert des choses. Je savais pas que tu faisais tout ça. C'est un truc de ouf. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que t'as pas l'habitude forcément d'intervenir dans des podcasts où tu racontes plutôt ton histoire, ton parcours. Ouais, j'espère que ça les intéressera, tes auditeurs. Évidemment. Du coup, j'ai 3 questions à te poser qui sont les questions rituelles dans le podcast. Quel était ton rêve de petite fille? Lancer ma propre monnaie, le coquillage. Ok, formidable. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie? J'aime beaucoup sharing is caring. L'économie du don, j'y crois très fort. Super. Et ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être la locomotive de sa vie, ça me fait penser à une phrase que j'adore. On va finir du coup sur une signature un peu US. Yes. C'est climb the ladder, grimpe l'échelle, and lift others, et porte les autres avec toi. Carrément. Donc voilà, dans la locomotive, il y a plusieurs wagons. Absolument. Et je trouve ça intéressant comme image. On adore. Et pour finir, je te laisse du coup saluer toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube, donc caméra du milieu. Et je te laisse faire un petit mot de départ, comme tu as envie. Si tu es une pro sur YouTube d'ailleurs. Vas-y, n'hésite pas, car c'est pas du tout mon cas. Je suis un canard boiteux sur YouTube. C'est bien le réseau social où j'ai le moins de traction. Mais qui sait, ce sera peut-être mon canal l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. La meilleure récompense, c'est évidemment d'envoyer un maximum de force à Sandra qui développe son podcast. Et puis, moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est d'avoir de vos nouvelles. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Qu'est-ce que vous avez peut-être pas aimé dans l'épisode? Est-ce que j'ai parlé trop vite? Est-ce qu'il y a des choses dans mon histoire qui ont fait écho chez vous? Dites-moi tout. Vous savez, maintenant, les podcasts et les feedbacks font grandir. Donc, usez-en, abusez-en. Et évidemment, un petit like, un petit commentaire, ça ne fait pas de mal. Et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Salut, salut! Ciao!